Bonsoir à tous. Donc, je suis Léonard Kidd. Je suis consultant cybersécurité dans la société Advance, qui est une société française spécialisée dans la cybersécurité et la résilience informatique. Et je suis responsable de l'offre de la sécurité des intelligences artificielles pour Advance. Et je suis lyonnais. Donc, bonsoir aux voisins lyonnais, s'il y en a. Karen? Je prends la parole. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Karen, je travaille chez Latitude. C'est une des associations qui a cofondé le programme Cyber for Good, dont je vais vous parler juste après, et qui, du coup, en fait, ce webinaire a lieu dans le cadre d'un partenariat entre AssoConnect et Cyber for Good. Et avec Antoine, on va vous parler de ces deux structures. Oui, tout à fait. Du coup, moi, c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect. Donc, si vous avez l'habitude, si c'est pas votre premier webinaire AssoConnect, vous m'avez peut-être déjà vu. On va vous partager dans le chat, on a Andrea qui est cachée dans le chat, qui va vous partager un lien vers Cyber for Good pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse le programme. Mais Karen va vous le présenter de toute façon. Moi, en attendant, je vais déjà vous présenter AssoConnect pour que vous sachiez un petit peu qui on est et pourquoi on est là. Léonard, si tu peux passer là, merci. Du coup, AssoConnect, ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on est au service des associations, on est environ 70 personnes, toutes bénévoles par ailleurs, ou en tout cas une immense majorité bénévoles par ailleurs en association, donc on a quand même un engagement assez fort là-dessus. On se retrouve autour de 3 valeurs fortes: simplicité, bienveillance, excellence. On essaye de rendre ça dans les rapports qu'on a avec les gens et dans l'outil aussi qu'on propose. Plus concrètement, si je passe à la suite, avant, sans AssoConnect, vous aviez tout un tas d'outils qui communiquaient pas du tout entre eux. Avec AssoConnect, l'objectif, c'est de vous offrir une plateforme unique sur laquelle vous avez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre association. Ce qui nous donne différents outils, mais en gros, vous pouvez collecter tous vos paiements en ligne et hors ligne, gérer votre comptabilité, votre communication, avoir un site internet, gérer vos membres, etc., etc. Tout sur une même plateforme, et tout ça, ça va être automatisé, ce qui vous permet de réduire le nombre d'erreurs et de gagner aussi et surtout un maximum de temps. Voilà pour AssoConnect, je vais pas plus loin. Si ça vous intéresse, merci Andrea à partager le lien dans le chat et je laisse Karen vous présenter Latitude et Cyber for Good. Merci Antoine. Du coup, Cyber for Good, c'est un programme qui a été cofondé par donc Advance. On a Léonard ici qui est d'Advance, Latitude qui est une association qui agit pour un numérique engagé et responsable, et Sherit qui est également une association du numérique. Donc Cyber for Good, c'est le premier programme qui est à destination des organisations de l'intérêt général. Le but, c'est de vous autonomiser, vous sensibiliser et vous acculturer sur la cybersécurité, spécialement en fait adressée au monde associatif. Léonard, est-ce que tu peux passer sur la deuxième slide? Donc, en gros, ce qu'on vous propose, c'est 3 formes d'accompagnement. On fait des webinaires de sensibilisation, exactement comme on est en train de faire aujourd'hui avec AssoConnect. Le but, c'est de vous sensibiliser aux enjeux et risques de la cybersécurité, donc notamment aujourd'hui en lien avec l'intelligence artificielle. Pour pouvoir avoir des réponses plus personnalisées à vos problématiques et vos questions, on vous propose, en plus des webinaires, de compléter ces informations avec des rencontres d'1 heure en visio, en binôme, avec des spécialistes, comme Léonard par exemple. Le but, c'est que vous puissiez, pendant 1 heure, poser toutes vos questions sur divers sujets de la cybersécurité. Ça peut être le RGPD, la cybersécurité de votre structure, les outils collaboratifs, la sécurisation des mots de passe, enfin vraiment tous les points qui touchent la cybersécurité. Cette heure est faite pour vous, pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux spécialistes de Cyber for Good. Vous pouvez du coup scanner le QR code et il y a également un lien à la fin pour que vous puissiez réserver votre session. Et ensuite, la 3e forme d'accompagnement, c'est un accompagnement un peu plus long, donc 1 fois par an, on fait un appel à projet. Ça, c'est du coup Sherit qui s'en occupe. Si vous vous souvenez, c'est la 2e association qui a cofondé Cyber for Good pour pouvoir vous accompagner un peu plus longtemps sur un projet qui a besoin d'une accélération plus précise. Et donc voilà pour Cyber for Good. On va reparler à la fin. Je donne du coup la main à notre expert Léonard.
Eh bien, bienvenue à tous et fiants pour ce webinaire. Et l'idée principale aujourd'hui, c'est de commencer d'abord par une explication rapide des risques, plutôt sécurité, donc cybersécurité, autour de l'IA générative. Donc, on parle surtout des chatbots. Et surtout, l'idée après, c'est de vous faire une petite démo. Alors, je vais pas faire une démo en live, même si je pourrais le faire, mais il y a toujours l'effet Bonaldi. Pour les plus anciens d'entre vous, vous connaissez peut-être la référence. Mais l'idée, c'est vraiment de vous présenter un cas concret de comment on peut utiliser pour une association des chatbots. Moi, j'ai pris pour exemple Mistral, qui est le chatbot français, et également Claude d'Anthropic, et je vous présenterai ça après. Mais on va d'abord commencer par comprendre ce qu'est les risques autour de l'intelligence artificielle. Ce qui est important à comprendre au niveau d'une intelligence artificielle, c'est que c'est un système qui est basé sur une machine qui va fonctionner en autonomie. Il va surtout utiliser beaucoup de données au niveau de son apprentissage et des données qui vont être fournies par l'utilisateur pour prédire des choses, pour générer du contenu, pour apporter des recommandations ou pour même aider à décider et à prendre des décisions. Donc ça, c'est une définition que vous voyez à l'écran liée à l'IA Act européen, donc qui est une des premières grandes réglementations de l'intelligence artificielle. Et c'est évidemment l'Europe qui est toujours porte-drapeau de ce genre d'initiative, et c'est toujours très important d'avoir de la régulation quand même dans un domaine qui est extrêmement mouvant. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? On va prendre une problématique très simple. Si on pose la question qu'est-ce qu'un chien et qu'on utilisait de la programmation classique, ce qu'on ferait il y a encore plusieurs années, c'était de coder en dur les règles qui permettent de décrire ce qu'est un chien. Donc c'est un mammifère, 4 pattes, 2 oreilles, etc. Mais vous vous rendez bien compte qu'à force d'essayer de coder en dur les règles permettant de décrire cet animal, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, on va atteindre les limites de cette méthode. Du coup, il y a une deuxième méthode qui a été trouvée au travers de l'intelligence artificielle, c'est de faire ce qu'on appelle de la classification. Vous fournissez une image pour prédire que cette image, est-ce que c'est bien une image d'un chien ou non? Eh bien, l'intelligence artificielle, par son apprentissage, va dire oui, c'est un chien ou non, ça n'est pas un chien. Donc ça, c'est, on va dire, les intelligences artificielles qui ont servi à pouvoir prédire si une photo, une image peut être celle d'un chien. Et enfin, l'intelligence artificielle générative va générer une définition sous forme de texte ou une image qui va représenter un chien. D'ailleurs, la photo que vous voyez juste au-dessus, le chien n'existe pas. C'est une photo, une image générée par une intelligence artificielle. Donc, au final, pour résoudre une problématique, l'intelligence artificielle va apporter quelque chose de nouveau, qui est assez inhabituel, c'est de générer du texte ou du contenu. Et du coup, ça va pas générer uniquement du texte. Ça peut générer des images également. Je vous ai mis quelques exemples ici. Il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que ça. Ça va aussi pouvoir générer des audios. Donc les audios, c'est à la fois de la musique, mais aussi des voix et des paroles. Je pense que vous avez entendu parler de deepfake, c'est-à-dire de personnes qui tentent par des malveillances de vouloir imiter la voix ou voire même la vidéo de personnes qui sont existantes. Et justement, l'autre type de contenu, ce sont des vidéos. Et d'ailleurs, les derniers progrès qui sont très importants en ce moment en termes de génération de contenu, c'est la vidéo. Aujourd'hui, on sait que à fin 2025, les prédictions sont qu'on pourra quasiment réaliser un épisode de série télé, c'est juste avec une intelligence artificielle. On sera quasiment capable de le faire. À l'heure actuelle, on est juste capable de faire de manière assez réaliste 5 secondes ou 10 secondes de vidéo. C'est actuellement le cas. Alors, je vais vous présenter un exemple tout de suite de ce qu'on peut faire maintenant avec ces intelligences. Donc, c'est je vais vous présenter surtout le premier exemple parce qu'il est assez impressionnant, qui est lié donc à une représentation. Donc, je sais pas que vous voyez bien. Hop, je vais juste le remettre. Il n'est pas bien passé. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Hop, donc ça, c'est une vidéo qui est générée par intelligence artificielle, donc qui est plutôt un montage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des séquences de 5 secondes qui sont montées les uns derrière les autres pour réaliser un court-métrage d'1 minute 10. Mais tout ça, rien n'existe.
absolument rien n'existe dans cette vidéo. Donc tout est généré par une intelligence artificielle et ça a été généré milieu 2024. Aujourd'hui, on peut encore faire mieux. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, l'usage de l'intelligence artificielle va vraiment être très importante dans l'industrie du divertissement, l'industrie du cinéma. Enfin, il y a vraiment aujourd'hui des choses qui sont aujourd'hui à réfléchir sur les métiers du cinéma. Hop. Du coup, par rapport à ces intelligences artificielles génératives et par rapport à ces éléments qui sont liés à la possibilité de pouvoir générer du texte, comment marche un chatbot? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Donc, je vous ai présenté ici un début de texte. Donc là, si je vous dis « Bienvenue au », est-ce que vous pouvez deviner le mot suivant? Ceux qui peuvent être dans le chat, essayez de deviner le mot suivant. Vous pouvez tenter. Donc là, vous avez juste « Bienvenue au ». Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent tenter paradis, webinaire, webinaire, paradis, webinaire, webinaire. Vous êtes pas mal, hein, webinaire, hein, c'est presque ça. Est-ce que vous pouvez deviner le mot suivant, juste après webinaire? Bienvenue au club, c'est pas mal. Sur dédié à l'intelligence. Si je vous demande de deviner le mot juste après intelligence. Artificielle. Donc, en fait, tout ce que vous venez de faire, c'est exactement ce que fait un chatbot. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il va tenter de faire, c'est au travers du contexte, au travers de son apprentissage qu'il a réalisé, et au travers du contexte qu'on lui fournit, il va essayer de deviner juste le mot suivant. Mais ce qui est important, c'est qu'il va itérer autour de cette idée. C'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer le contexte, ensuite il va essayer de deviner le mot suivant, et ensuite il va utiliser le mot qu'il a généré pour refaire du contexte. Donc il va deviner à chaque fois le mot suivant. Donc là, du 11, donc on devine bien que c'est février 2025 derrière. D'ailleurs Fabrice c'est très fort, il a deviné exactement la suite. Fabrice c'est peut-être un chatbot en fait. Non, pas du tout. Mais en tout cas, l'idée de du chatbot, c'est vraiment du territoire. Alors c'est plus compliqué maintenant avec les derniers avancements liés au chatbot aujourd'hui qui font un peu plus que cela. Mais l'idée de base, c'est ça. Donc, quand on comprend la manière dont fonctionne un chatbot, donc je vais aujourd'hui surtout me focaliser sur les chatbots. On pourrait parler des IA qui génèrent des images, mais d'autres risques sont assez équivalentes, mais fonctionnent d'une autre manière. Donc, on va pas y aborder aujourd'hui, mais si vous êtes curieux, on pourrait faire d'autres choses. Du coup, lié à l'intelligence artificielle générative, on va aborder les 5 points qui sont à gauche, donc les 5 points en bleu, donc je ne vais pas m'éterniser ici. Par contre, je ne vais pas pouvoir parler de propriété intellectuelle, qui est un autre risque, hein, qui est pas directement lié à la cybersécurité, bien qu'il y ait des éléments qui sont liés, mais on prendrait beaucoup de temps là-dessus. Et il y a encore aujourd'hui pas mal de jurisprudence qui doivent se mettre en œuvre pour discuter de cet aspect-là. Et enfin, il y a bien sûr, évidemment, les aspects éthiques et moraux, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable, utilisage responsable de l'intelligence artificielle. Tous ces éléments-là sont évidemment des sujets qui sont importants, mais mon sujet d'aujourd'hui est plutôt les risques cybersécurité, puisque je suis moi-même un expert en cybersécurité. La première chose qui est importante à savoir, c'est qu'il y a effectivement une réglementation. Il faut savoir qu'en Union européenne, depuis le début de l'année, donc l'AI Act a défini 3 types d'intelligence artificielle. Donc la première, c'est des IA à usage interdit, donc tout ce qui sont des pratiques de manipulation, d'exploitation et de contrôle social. Donc je vous ai mis quelques exemples en dessous, mais c'est pas exhaustif. Il y a également une définition des IA à haut risque, c'est-à-dire des IA qui vont avoir potentiellement des préjudices sur la sécurité, la santé ou le respect des droits fondamentaux. De nouveau, vous voyez des exemples en dessous. Et ces IA-là, au centre, il y a énormément d'articles qui réglementent ces IA à haut risque. Donc, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais il faut savoir que l'intégralité du texte se focalise fortement sur ces IA-là et on devine bien quand on voit les exemples de ces IA qu'il faut effectivement réglementer, sinon ça peut avoir des impacts énormes sur les vies des citoyens européens. Et puis il y a le reste, les IA à risque limité. Bon, il y a les chatbots dedans. Bon, donc il faut être prudent et on va aborder les autres risques. La première chose, quand on utilise un chatbot, c'est d'éviter d'avoir des fuites de données
privé ou à caractère personnel. Donc là, je vous ai mis par exemple une requête où vous voyez une requête qui parle de Gentleman, un bénévole de notre association qui souhaite participer à notre événement de collecte de fonds à Lyon, où il habite au 112 rue Bonnet. Il a des problèmes de dos. Peux-tu nous donner des idées adaptées à son âge de 65 ans et ses capacités physiques? Bon, quand vous lisez cette requête, vous devez bien que j'ai donné un tout petit peu trop d'informations autour de Gentleman, ce qui est un peu dommage. Donc l'idée, c'est que tant que vous n'avez pas envoyé la requête, il n'y a aucune information qui est envoyée au chatbot. Donc vous avez le temps de corriger. Donc, un exemple de correction possible, c'est de dire quel type d'activité, dans le cadre d'une collecte de fonds, serait approprié pour un bénévole senior d'une association qui est lieu près de chez lui, en tenant compte de ses problèmes de dos. Donc ça, c'est un exemple, effectivement, pour ce qu'on appelle anonymiser une requête et éviter de dévoiler trop d'informations personnelles. Donc ça, c'est assez important parce que, en général, quand on veut utiliser un chatbot comme un assistant, on a tendance à vouloir donner le maximum d'informations sur soi pour qu'il puisse avoir une réponse très pertinente et de donner des conseils très pertinents. Pourtant, il est possible d'obtenir à peu près le même résultat juste en utilisant quelques techniques. Donc, je vous ai présenté ici 3 grandes méthodes. La première, c'est déjà de supprimer tout ce qui n'est pas essentiel dans la requête. Donc, pas besoin d'aller trop loin et fournir trop d'informations. Si par contre, vous sentez qu'il y a besoin de fournir des informations plus précises, vous pouvez remplacer des données par quelque chose de plus général, donc un groupement ou une catégorie. Donc, je vous ai mis senior, junior, grande métropole, village en campagne, etc. pour juste préciser les choses. Vous pouvez également approximer, c'est-à-dire dire environ 30 ans, près d'une ville, etc. Ce qui permet au chatbot de pouvoir donner une réponse qui soit pertinente. Mais l'idée, c'est effectivement d'utiliser ces techniques pour éviter de pouvoir gérer la fuite de données à caractère personnel. Vous avez certainement entendu parler d'hallucination. Alors l'hallucination, c'est très simple. C'est en fait le chatbot, il vous répond avec une énorme conviction quelque chose qui est complètement faux, mais absolument faux. Donc, par exemple, j'ai envoyé une requête sur ChatGPT où j'ai demandé qui détient le record du monde de la traversée à pied de la Manche. Donc, il m'a répondu avec aplomb, le record du monde de la traversée à pied de la Manche est détenu par le nageur britannique Matthew Webb. Il l'a fait le 25 août 1875. Bon, il faut savoir que c'est complètement faux. D'une part, parce qu'on peut pas traverser à pied la Manche, ou alors à l'époque glaciaire, mais il n'y avait pas beaucoup d'humains, je pense, à l'époque. Et l'autre aspect, c'est que cette info est presque vraie, mais pas dans le cadre du record du monde. Matthew Webb est le premier nageur à avoir traversé la Manche tout court. En fait, c'est le premier nageur à avoir traversé la Manche tout court. Et donc, c'est quelque chose qui est assez important de comprendre que quand on a une requête qui est légèrement fausse ou mal formulée, il y a tendance à avoir plus d'hallucinations dans ce cadre-là. Souvent, les fautes d'orthographe, les choses assez ambiguës dans la requête, ou les choses complètement fausses, comme traverser à pied la Manche, ce n'est pas possible. Et pourtant, le chatbot va absolument essayer de vous aider. En fait, il a été entraîné pour vous donner une réponse. Il va essayer de vous donner un maximum une réponse. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter le maximum d'aide sur cet aspect-là. Juste un petit point, Léonard. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui disait LLM et qui avait pas l'air de comprendre ce que c'était. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 secondes ce truc précis? Ouais, les LLM, c'est en anglais Large Language Model. Donc en français, c'est les modèles de langage large dans ce sens-là. Et en fait, c'est des modèles qui sont utilisés pour produire des services de génération de contenu. Donc ici, c'est le langage, puisque c'est modèle de langage large, et c'est large parce qu'on utilise des techniques qu'on appelle les réseaux de neurones. Et donc les réseaux de neurones sont très grands dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on parle de deep learning pour ceux qui sont techniques, donc d'apprentissage profond. Et donc du coup, c'est des modèles larges. Et il faut ces modèles-là pour avoir des chatbots qui soient les plus réalistes possibles. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour dire que je vois bien vos questions sur le côté. Je les garde pour garder 10-15 minutes de questions-réponses avec Léonard à la fin. Si jamais il y a une question comme là, où j'ai l'impression que ça va bloquer pour la suite, je m'arrêterai pour la poser.
Du coup, au niveau des hallucinations, vérifiez bien que vous soignez la requête pour qu'elle ne contienne pas de faute d'orthographe, par exemple, ou d'informations erronées. Ajoutez bien du contexte, parce que plus vous donnez de contexte, plus le chatbot va pouvoir tirer ses réponses d'informations qui sont les plus vraies possibles, et bien sûr, vérifier la réponse. Et le risque ici, par rapport à l'hallucination, c'est que si vous utilisez ces informations pour des dossiers, pour préparer un projet, pour faire un discours, pour faire, comme moi, une présentation, par exemple, vous pourriez dire des choses fausses. Et ça, c'est un peu dommage, surtout si c'est des choses évidentes pour les personnes à qui vous adressez. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux hallucinations, par exemple, aux États-Unis, par exemple, des cabinets d'avocats utilisent les chatbots, et malheureusement, certains d'entre eux se sont fait épingler parce qu'ils ont cité des textes de loi qui n'existaient pas. Voilà. Donc, le risque ici, c'est d'avoir un problème de crédibilité dans votre association. Être crédible en tant que aide, par exemple, si vous êtes une association qui aidait les gens, ou en tant qu'association qui soutenait des projets. Ça peut être dommage d'avoir des choses fausses pour gérer vos informations. L'autre problème, bien sûr, c'est les biais. Donc, par exemple, ici, j'ai demandé à ChatGPT de générer une blague avec 5 personnages qui travaillent dans 5 secteurs, en santé, en informatique, dans le bâtiment, dans le secteur du luxe et dans l'éducation. Je voulais qu'il invente aussi des prénoms pour justement voir un petit peu s'il n'y a pas des biais sur le sexe des personnes. Et finalement, sur les 5 personnages dans lesquels j'ai généré 50 fois la blague, il y a 2 secteurs qui sont assez biaisés au niveau du sexe des personnes. C'est le secteur du luxe et le secteur du bâtiment. Le secteur de l'informatique, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est des informaticiens qui corrigent les biais quand ils font les apprentissages de modèles. Donc, il faut attention sur le métier de l'informatique. Par contre, sur le bâtiment et le luxe, effectivement, malheureusement, le bâtiment, c'est souvent des hommes et le luxe, c'est souvent des femmes. Donc, il y a des énormes biais là-dessus. Après, je vous dis, des femmes, c'est connotation, hein, effectivement. Hein, les prénoms ont une connotation féminine ou les prénoms ont une connotation masculine. Mais c'est les mêmes biais, en fait, qui sont reflétés par les données d'apprentissage. Comme nos sociétés sont eux-mêmes biaisées, c'est reflété dans les données qui sont utilisées pour l'apprentissage. Donc, on peut les retrouver dans les chatbots. Les fabricants de chatbots tentent de débiaiser, mais c'est pas évident du tout. Hein. C'est absolument pas évident de débiaiser un chatbot pour éviter qu'il fasse des discriminations ou qu'il fasse ce genre de choses qui soient complètement discriminant ou biaisant là-dessus. Donc, il faut effectivement aussi faire attention à ça, surtout si vous êtes dans un contexte où ça peut être sensible, dans certains cas, en termes de discrimination là-dessus, notamment pour générer des images. Ce qui s'est souvent passé, c'est qu'on décrit quelque chose et malheureusement, les images générées peuvent entraîner des biais et avoir pas mal de soucis là-dessus. Donc, c'est notamment valable pour les images. Le texte aussi, mais les images surtout. Donc, pour limiter les biais, précisez votre requête. Encore une fois, hein, la requête, plus il y a de contexte, mieux c'est. Donc, vous pouvez préciser 2 hommes, 1 femme, d'origine ethnique diverse, de tout âge. Oui, parce qu'il peut y avoir des biais de l'âge, par l'âge aussi. Vérifiez bien votre requête, donc en la relisant pour vérifier qu'il n'y a pas des biais même dans votre requête, parce que sans faire exprès, on peut mettre des éléments biaisés dans notre propre requête, donc il faut faire attention. Et puis, bien sûr, quand le chatbot répond, vous pouvez lui dire de corriger lui-même. Vous dites, non, ça, ce que tu m'as donné, c'est pas cool, corrige-moi comme ça. Et généralement, il vous écoute. Est-ce que vous avez quelques questions déjà sur cette partie avant qu'on passe sur la partie cas d'usage? Parce que là, on a parlé de risque, donc ça fait plutôt peur. On va plutôt parler d'opportunités maintenant derrière. Mais est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce qu'Antoine, tu veux m'en sortir quelques-unes, s'il y en a quelques-unes côté sécurité? Il y a une question que j'avais trouvée intéressante et qui était vraiment liée à ça, c'était pourquoi est-ce que l'IA, plutôt que de te dire qu'elle sait pas quelque chose, elle va inventer justement? En fait, c'est la manière dont dont il a appris. C'est-à-dire le chatbot ou en tout cas le modèle a été éduqué, c'est un peu fort, mais en tout cas la manière dont on a utilisé la méthode d'apprentissage. L'objectif, en fait, lors de son apprentissage, c'est qu'il l'aide, qu'il réponde. Et donc, il y a un biais, en fait, de vouloir répondre. C'est qu'on cherche une réponse. Donc, quand la question peut être idiote ou complètement contradictoire, la réponse peut être pareille, du même niveau. Donc, quand on dit traverser à pied,
quelque chose qui ne peut pas être traversé à pied, il va tenter de répondre. Quand vous posez la question, quelle est la différence entre l'œuf de vache et l'œuf de poule, il va même pas se poser la question qu'une œuf de vache n'existe pas. Il va essayer de répondre que c'est l'œuf de vache qui est plus grand que l'œuf de poule. C'est ça l'hallucination. C'est lié à la manière dont on a fait apprendre le modèle. Il faut aider l'utilisateur. Il faut l'aider. Il faut répondre à ces questions. Donc c'est très lié à la manière dont il apprend. Très bien. Pour le reste, c'est des questions plutôt générales, donc on les gardera plutôt pour la fin. Ok. Donc là, pour cette première partie, j'ai surtout parlé de risques à utiliser donc ce type de chatbot et les points d'attention quand vous interagissez avec elle. Je n'ai pas abordé, vous l'avez remarqué, si vous fabriquez vous-même des chatbots ou si vous fabriquez vos propres modèles d'IA générative, parce qu'on rentre très clairement dans la technique, mais si vous avez effectivement des éléments liés à ça, on pourra en parler via Cyber4Good par exemple. Je vais toutefois maintenant parler de ce qu'on peut en faire, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand on parle de risque et quand on parle de biais et d'éthique autour de ça, la première chose qu'on me dit, c'est de toute façon, un chatbot, ça m'est pas très utile, c'est pas très, ça me sert à pas grand chose. J'ai essayé, mais ça n'a pas l'air d'être efficace. Donc je voulais vous montrer en quoi déjà on peut fabriquer une requête. Donc je vais vous donner une sorte de formule à utiliser à chaque fois que vous voulez lancer une requête. Et je vous ai surtout essayé de vous présenter un cas qui était un peu compliqué et utile pour une association. Et donc le cas qu'on a ici, c'est vous voulez demander une subvention. Et donc en général, ce qui se passe, c'est que pour demander une subvention, c'est souvent un appel à projet. Donc soit un appel à projet, soit un appel à défendre l'objectif de son association. Et donc l'idée, c'est de savoir comment l'IA peut vous aider à rédiger ce dossier de subvention ou d'appel à projet. La première chose qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, il faut être très précis par rapport à la requête. Si on lui demande « donne-moi quelque chose », l'IA va être incapable de vous fournir quelque chose. Et surtout, je vous l'ai dit, comme il va tenter de vous répondre et de vous rendre service, il va vous donner quelque chose. Ça correspondra absolument pas à ce que vous voulez, mais il va vous donner quelque chose en pensant vous aider. Par contre, si vous dites « j'ai soif, donne-moi une bouteille d'eau fraîche », bizarrement, le chatbot va dire « ok, voilà une bouteille d'eau fraîche, la voici ». Et ça vous satisfait parce que c'est exactement ce que vous vouliez. Donc, plus vous êtes précis dans votre requête, mieux c'est. Mais qu'est-ce que ça veut dire être précis dans une requête? Donc là, je vais partager avec vous la démo que j'ai faite autour de... je vais juste revenir sur mon écran. Et je vous détaillais en fait la requête avant de vous présenter la manière dont j'ai interagi avec elle. Donc, je vais surtout zoomer pour que vous puissiez bien voir, parce que je pense que ça va être un peu petit, parce que vous arrivez à lire. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà présenter le contexte. Donc, dans le cas présent, l'idée, c'était d'avoir un exemple de « Je suis un responsable d'une entreprise sociale et solidaire qui recycle des appareils électroniques comme des ordinateurs ou des smartphones pour les offrir aux plus pauvres et lutter contre la fracture sociale. » Un appel à projet du gouvernement français a été lancé dans le cadre d'un plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Et ensuite, en dessous, j'ai juste copié-collé un exemple fictif de cet appel à projet. Donc là, c'est juste un copier-coller d'un appel à projet qui demande justement des soutiens sur 3 axes. Promotion de services innovants, favorisant l'accès à chacun à une réponse adaptée à sa situation, la modernisation des dispositifs d'accès aux biens et services essentiels, encourageant l'émancipation des personnes, et la modernisation, optimisation des systèmes d'information et des infrastructures des associations au service de l'accroissement de l'activité. Donc voilà. Donc, en plus, il y avait juste une précision sur dont 10% au département et région d'outre-mer. Donc, en gros, l'idée pour moi, c'était de dire que je voudrais que tu me fasses un dossier de réponse à cet appel à projet qui a toutes les chances d'être sélectionné. Je souhaite une subvention de 500 000 € pour financer le recyclage et l'envoi de près de 1000 ordinateurs pour la Guyane française depuis la métropole. Donc, rédige-moi ce dossier. Et vous avez marqué une petite section de motivation. Ce projet est vital pour mon entreprise. Il peut décider de sa survie. Il faut savoir que les dernières études ont montré qu'en rajoutant cette notion de motivation, ça a augmenté l'efficacité d'à peu près 20 à 40% la réponse du chatbot. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. C'est probablement dû fait à l'apprentissage et des données d'apprentissage. Mais il semblerait qu'en rajoutant une motivation, ça aide un petit peu à le faire.
Vous avez aussi constaté que j'ai mis des sortes de panneaux entre les éléments. Vous n'êtes pas obligé, c'est juste que pour la présentation, c'est plus simple pour vous, que vous voyez ces éléments-là, en fait. D'accord ? Voilà. Et ensuite, vous pouvez également lui donner un rôle pour qu'il puisse être plus précis. Donc, tu es un consultant expérimenté dans l'aide aux organisations pour l'obtention de subventions. Et je lui demande comment il doit me répondre. Donc, tu dois me fournir des réponses détaillées. Tu dois pouvoir fournir des explications claires et précises. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est une requête qui est assez longue. Donc, vous aurez donc un extrait de toute la conversation que je vais faire là maintenant au niveau du chatbot. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir qu'on peut faire vraiment des requêtes assez longues, mais vous n'êtes pas obligé de faire une requête aussi longue. Hein. Vous pouvez faire plus court. Il faut juste respecter cette structure. Contexte, tâche, style, réponse et motivation. Dans n'importe quel ordre. Vous n'êtes pas obligé de faire un ordre précis, même si on préfère mettre la tâche à la fin, si possible. Et du coup, il commence à répondre. Donc là, c'est Mistral. C'est le chatbot de français. Et donc, dans sa réponse, il me dit, OK, pour répondre, voilà la structure du dossier. Et donc, il me dit, voilà, vous présentez l'entreprise ou l'organisation, vous présentez l'objectif du projet, vous présentez le contexte et comment on le justifie. Donc là, en gros, il me dit ce que je dois trouver dedans. Donc, c'est pas totalement satisfaisant. Hein. Vous remarquez que il m'a juste dit ce que vous devriez faire dans chaque section, mais il m'a donné un plan. C'est un bon début. Il m'a donné un plan, donc c'est un bon début. Donc, je vais défiler assez vite, mais globalement, il me donne un plan assez détaillé avec tout ce qu'il faut. Donc, considérez toujours l'intelligence artificielle comme étant un assistant. Surtout, il ne faut pas qu'il vous remplace dans la rédaction de choses. Je vous invite vraiment à l'utiliser pour gagner du temps. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser pour être assisté et pouvoir être aidé dans votre objectif. Et donc, vérifiez toujours tout cela, mais quand même, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Du coup, je lui dis, bon, c'est très bien tout ça. Il y a une section en fait que j'ai vue, mais est-ce que tu peux du coup développer la partie impact attendu avec une orientation sociale et solidaire? Parce que je trouvais que la partie impact n'était pas assez orientée là-dessus. Donc, est-ce que tu peux préciser dans cette manière-là? Il me dit, pas de souci, je vais préciser la section. Et donc, il me corrige. Et donc, il m'explique, famille à faible revenu, jeunes en décrochage scolaire, personne en recherche d'emploi. Donc là, déjà, tout de suite, on dit, ah, il y a les mots-clés là. Des mots-clés qui peuvent être très intéressants dans un dossier de soutien. Il y a aussi des indicateurs de performance, ce qui est très bien aussi, puisque parfois les institutions publiques cherchent à savoir si ce qu'ils ont, la subvention a été utile pour l'action qui a été menée. Donc, avoir des indicateurs peut aider aussi à justifier et à motiver de soutenir notre projet. Et donc, l'idée, réduction de la fracture numérique, émancipation des personnes, renforcement du tissu social. Et vous avez remarqué, émancipation des personnes, c'était un des critères du dossier demandé. Vous vous souvenez? Il y a un moment, ils avaient demandé. Bien, c'est donc important de le rappeler dans le dossier. En quoi notre projet peut le faire. Donc voilà. Du coup, je lui dis également, peux-tu développer la partie contexte et justification? Mais je lui ai demandé en ajoutant des statistiques plus détaillées et en indiquant les sources de ces statistiques. Ça, c'est très important. Quand vous demandez à justifier deux choses, à ajouter des explications et des motivations dans votre dossier, si vous dites en indiquant les sources, il va vous les donner. Donc, par exemple, quand on prend le contexte, vous avez la problématique de la fracture numérique en Guyane française. Il vous dit, selon l'INSEE, en 2021, seulement 65% des ménages guyanais disposaient d'un accès à Internet à domicile, contre 86% en moyenne nationale. Il vous donne la source. Du coup, vérifiez quand même, parce qu'il peut halluciner sur ces éléments, mais au moins vous avez la source. Donc, c'est-à-dire que cette source probablement existe. Donc, vous pourrez la chercher assez facilement et corriger les pourcentages si besoin. L'accès à l'éducation. En Guyane, 20% des élèves n'ont pas accès à un ordinateur à domicile, source ministère de l'Éducation nationale en 2022. L'insertion professionnelle, un taux de chômage atteint de 19%, soit près du double de la moyenne nationale en 2022. Donc, en fait, ce qui est intéressant en rajoutant en demandant la source, c'est qu'il puisse vous fournir ça et que vous pouvez aller vérifier et corriger ces informations de votre côté. Voilà. Et avec Mistral, si on continue, donc vous verrez qu'on peut continuer à faire tout ça. Donc là, il me rédige le texte en forme textuelle pour que j'ai plus qu'à copier-coller dans le dossier. Et vous voyez des petits nombres qui sont là. En fait, c'est justement les sources. Vous voyez? Il vous donne les sources. Donc ça, c'est ultra intéressant. C'est qu'il vous donne les sources et vous pouvez aller cliquer pour aller vérifier. Voilà.
Le seul inconvénient de Mistral, c'est que au global, ce qui se passe ici, c'est que Mistral étant une intelligence artificielle qui est un peu plus récent que les autres comme ChatGPT, etc., il est légèrement moins efficace que les autres. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est français. Mistral est une start-up française. Et surtout, c'est parfait pour parler en français. Parce qu'en fait, l'inconvénient des autres, c'est qu'ils sont en apprentissage en anglais. Alors, ils peuvent être très bons en français, je dis pas. Mais Mistral, naturellement, est très efficace en français. Donc, tout ce qui est contexte français, tout ce qui est francophone même, en général. Mais tout ce qui est comme ça, il est très très fort dans la rédaction de tout ce qui est autour de la langue française. Je dis pas qu'encore une fois, ChatGPT ne l'est pas ou Claude AI ne l'est pas, mais comme Mistral est une IA française, en tout cas créée par une société française basée à Paris, on sent quand même que le français est beaucoup plus naturel dans ses réponses. Du coup, je vais vous proposer un autre qui s'appelle Claude. Pourquoi Claude et pas ChatGPT, bien que vous voyez que je l'ai aussi testé dans ChatGPT. Claude, en fait, c'est créé par une société qui s'appelle Anthropic, qui est américain. Et en fait, Anthropic, c'est des gens qui faisaient partie d'OpenAI, donc qui ont créé ChatGPT. Ils sont partis d'OpenAI parce qu'ils n'étaient pas en phase avec les valeurs éthiques de ChatGPT. Et donc, ils ont créé leur propre chatbot. Et ensuite, ils ont du coup créé Claude AI. Et donc, moi, je trouve que effectivement, leurs valeurs sont intéressantes. C'est américain quand même, donc après, voilà, faut juste voir si vous faites confiance à donner des informations dans une IA américaine. Mais leurs valeurs éthiques sont déjà plus proches des miennes, en termes de éthique et de sécurité également, et de diffusion de données. Donc, c'est pour ça que j'aime bien Claude. Et surtout, Claude, pour votre information, il est très bon pour le texte. Il est très bon pour écrire des romans, il est très bon pour écrire des dossiers, il est très bon pour tous ces aspects-là. Pour votre info, moi je joue à des jeux de rôle, il est très très bien pour faire des jeux de rôle et des campagnes. Pour votre information. Non, mais en tout cas pour notre démonstration, donc c'est exactement le même prompt, la même requête, donc je vais pas y revenir. Et en fait, lui, l'avantage de Claude, c'est que vous pouvez directement regarder, il va créer en fait le dossier juste à côté. Vous pouvez interagir avec lui à gauche et le dossier est mis à jour à droite. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vous pouvez exactement voir le dossier qui se crée, se met à jour au fur et à mesure. Donc, il va vous dire voilà le dossier que j'ai fait et voilà les principaux points forts de ce dossier et il vous rappelle les points forts. Je me suis aligné sur les axes prioritaires de la demande, j'ai fait un focus sur l'outre-mer, j'ai proposé un impact social fort avec un nombre significatif de bénéficiaires, donc c'est cool. Mais vous remarquez quand même, ça fait un peu liste, hein, ça fait un peu liste, hein, ça fait pas très texte de dossier quand même. Donc, je vais d'abord demander, développe-moi la partie innovation pérennité. Donc, je vais pas trop m'éterniser. Mais en gros, je trouvais que c'était intéressant qu'il développe ça. Et donc, en gros, quand il l'a développé, il m'a fait des sous-parties, en fait. Donc, développer n'est pas le bon mot-clé. Et vous inquiétez pas, hein, vous aurez toute la conversation. Hein. Donc, ça sera fourni avec la présentation. Vous aurez toute la conversation et tout le texte. Et donc, je lui ai dit, c'est bien, mais je voudrais vraiment que tu développes au sens... Écris-moi un texte, rajoute-moi des statistiques plus détaillées en indiquant les sources des statistiques. Et du coup, quand je lui demande ça, si je remonte dans la partie justement des statistiques, et ben là, il m'en donne vraiment beaucoup. Pour le coup, Claude est très efficace. Il me donne la fracture numérique en Guyane, le taux d'équipement en ordinateur des ménages, le taux de connexion Internet à domicile, 35% des Guyanais en situation d'électronisme via l'ARCEP. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus précis que Mistral sur cet aspect. Il donne beaucoup plus de stats. Par contre, j'ai vérifié, il y a certaines stats qui sont fausses, pas toutes, mais il y en a certaines qui sont fausses, mais c'est facilement corrigeable. On est avec les sources. Oui, on peut sauvegarder conversation dans Claude. J'ai vu la question dans le chat. Mais posez-les dans la section questions, sinon on va peut-être pas les voir. Je me suis dit que ce qui était comme intéressant, c'est d'avoir les synergies avec d'autres dispositifs, parce que c'est quand même bien de dire, vous inquiétez pas, on va utiliser des choses existantes et surtout des choses du secteur public. Donc quand je lui pose la question, il va me rajouter une section en fait, dans la même section, voilà. Je m'accroche sur les dispositifs nationaux.
France Relance, Programme national CPA de compte personnel d'activité, les plans de convergence et de transformation de la Guyane 2021-2027. Bon, vérifiez quand même que ça existe, hein, parce que ça, je sais pas exactement ce terme-là. Et le programme opérationnel FEDER FSE, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, revérifiez juste que ces choses-là existent. Mais ça vous aide encore une fois, hein, parce que vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Donc, c'est juste, vous pouvez prendre un ou deux initiatives nationales et locales et vous renseigner sur ces aspects-là. Et c'est très utile de pouvoir avoir de l'aide là-dessus. Mais ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir interagir avec lui pour lui dire « Rédige-moi le contenu du dossier sur la base de la liste des points de la section 3. Ce contenu doit être formel. Il doit convaincre des autorités dans le financement de notre projet. » Et à ce moment-là, il rédige. Voilà, tout simplement. La facture numérique, un enjeu majeur de la cohésion. Donc là, il me fait la section 3 spécifiquement. Hein. Là, il m'a détaillé la section 3 et il reprend les statistiques qu'il a données. Et là, vous avez voilà, le texte tout rédigé pour vous. Mais encore une fois, je me répète, il ne faut pas que l'IA le fasse à votre place. Hein. Je vous invite vraiment à utiliser ça pour gagner du temps pour structurer, gagner du temps pour avoir des idées, gagner du temps pour récupérer des informations à droite à gauche, pour aussi avoir des éléments argumentaires supplémentaires dans le cadre de ce cas d'usage ici. Mais relisez bien, revérifiez bien les éléments, mais au moins vous n'avez plus qu'à faire ça. Vérifier et relire les choses. Et ça fait gagner quand même un temps fou. Ouais, c'est super intéressant, Léonard, parce que je venais de voir justement une question de Philippe qui disait, dans le cadre de l'appel à projet montré en exemple, le risque pourrait être que tous les soumissionnaires aient un dossier quasi semblable. Donc ça, ce que tu viens de dire justement, ça bat un peu ça en brèche. Alors oui et non, sachant que normalement, pour chacun d'entre vous, quand vous posez la question, en général, l'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle une température, donc qui change légèrement sa réponse. Si vous relancez la même requête, vous verrez que les réponses sont pas exactement identiques. Par contre, si vous utilisez exactement la requête que j'ai mise, oui, il y aura quasiment 90% de la réponse du chatbot qui sera à peu près identique. Donc il y a une astuce, c'est en général, quand vous sentez que votre dossier est à peu près fini, il est pas mal, vous lui dites change-moi totalement la formulation de tous mes paragraphes pour que ça soit encore plus convaincant, par exemple, ou que ça soit encore plus clair ou plus explicatif dans un langage naturel. Si vous lui demandez ça, en fait, il va complètement changer la forme et on n'arrivera quasiment plus à savoir que que c'était un copier-coller ou des choses identiques. Donc c'est quelque chose de possible. Et surtout quand vous allez faire une repasse vous sur votre dossier aussi pour y apporter un peu votre touche et apporter un peu de ce qu'est votre asso, c'est là aussi que ça va prendre. Vous aurez gagné énormément de temps avec la base et puis vous aurez plus que du peaufinage à faire. Exactement. Et c'est ça qui est important, c'est même de mettre dans la requête, hein, si vous avez un style, vous avez une association qui a de certaines valeurs, rappelez-le dans le contexte. Dites, notre association a telle valeur, telle valeur, telle valeur. On veut vraiment être une association solidaire avec un sentiment de travail en équipe, par exemple, ou de mouvement d'être ensemble là-dessus. Ça se reflètera potentiellement et clairement dans le dossier. Ça, c'est important. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être précisé dans la requête ou plus tard dans la requête. Mais du coup, faites attention. Il faut bien relire encore une fois parce que je vous ai présenté tous les risques. Relisez bien pour éviter qu'il y ait des biais. Par exemple, les statistiques qui sont montrées, peut-être qu'il y a des biais dedans sur l'image qu'on a de la Guyane parce que peut-être que les données d'apprentissage étaient plutôt des données d'apprentissage vues de la métropole, par exemple. Donc, corrigez bien ces biais, corrigez bien aussi les hallucinations, je vous l'ai présenté tout au long de cette cas d'usage, et surtout relisez pour tout ce qui est faute d'orthographe ou des choses qui sont... Il en fait pas beaucoup maintenant, il en fait beaucoup moins, mais relisez quand même pour éviter des fautes de ce type-là, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en gros, la suite de la démo, c'est vraiment, il tente de rédiger tout ça, et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à vraiment faire ça. Et vous voyez quand même, là, il me fait une liste de points, j'ai fait... Ouais, tu abuses un peu, ça fait trop une liste de points, hein. Il faut que tu rédiges dans le style d'un dossier formel et il s'exécute. Hein. Je fais ok. J'ai fait une erreur, je corrige. Il vous écoute vraiment, mais du coup il vous écoute trop et il essaie de trop vous aider. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Pour votre information, je vais vous fournir également il y aura un autre exemple en fait. Pardon, j'essaie juste de sortir. Voilà, hop, le cadre. Il y aura un autre exemple qui sera plus une aide à l'organisation d'événements.
Donc, vous aurez un autre exemple qui sera fourni avec la présentation ici. Et vous aurez pareil, une méthode pour essayer d'organiser un projet d'événement, une soirée, un événement annuel. Voilà. Donc, vous aurez un autre exemple d'interaction possible. Trop bien, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Il y a pas mal de questions. Tu avais encore des choses ou je passe direct Je suis en conclusion, donc juste pour vous dire que voilà les éléments à mettre dans sa requête et comment utiliser un chatbot. Donc la tâche, le contexte, comment doit être la réponse. Mettez un peu de motivation, peut être utile, une phrase, ça suffit. C'est super important pour moi, c'est primordial. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Le style et le ton aussi. Donc, dites bien, est-ce que ça doit être informel, formel, professionnel? À qui ça s'adresse aussi? Parfois, ça aide de dire, ça s'adresse à telle population. Et du coup, ça oriente la manière dont le chatbot répond. Et enfin, n'hésitez pas à rebondir. Alors, effectivement, dans les versions gratuites des chatbots, que ce soit Mistral, ChatGPT ou Claude, vous aurez une limitation au nombre de réponses. Donc, à un moment où vous avez pu pouvoir interagir au bout d'un certain nombre de réponses. Mais du coup, juste au moins un rebond. Faites au moins un rebond pour que ça corrige. Et après, si vous êtes convaincu que ça peut vous être très utile, l'investissement vaut vraiment la chandelle. Donc après, je vous invite plutôt à tester les différents chatbots pour voir lequel vous convient le mieux en termes d'interaction, en termes d'efficacité. Et dès que vous êtes convaincu par un des chatbots, parce qu'il y en a beaucoup, mais dès que vous êtes convaincu par un des chatbots, eh bien, investissez dans l'achat effectivement d'une licence. Ça peut paraître un peu cher, mais franchement, ça fait gagner énormément de temps, très sincèrement. Et là, je vous rappelle ici la sécurisation d'une requête, mais vous les avez vus avant, donc j'y reviens pas, mais au moins c'est un pense-bête que vous aurez ici sous les yeux. Ça vous évite de relire tous les slides d'avant. Et on peut passer aux questions-réponses. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions. Du coup, je vais prendre un petit peu celles que j'ai vu revenir le plus souvent et après, je vais attaquer celles qui ont été le plus votées. Un des trucs qui a l'air d'intéresser tout le monde, c'est OK, lequel est le meilleur? Donc, j'ai eu des questions sur Copilot, sur Claude, sur Mistral. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ChatGPT, par exemple? Aujourd'hui, vu l'usage qu'en font la majorité des personnes, il n'y a pas vraiment de meilleur. Très sincèrement, aujourd'hui, votre objectif, c'est de choisir celui qui vous semble, où vous êtes le plus à l'aise et pour lequel les réponses vous conviennent. Et ensuite, travailler surtout la manière de requêter. Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'efficacité de votre requête dans la chose. Si vous faites une requête vraiment, je dirais, simple, n'importe lequel des chatbots vous convient. Donc, prenez potentiellement le français, donc Mistral, ou si vous êtes plus attaché à soutenir des initiatives françaises, choisissez peut-être Claude, parce que vous verrez que Claude, moi en tout cas quand j'ai testé les différents chatbots, je trouvais que Claude était très naturel. Franchement, c'est très étrange. Si vous dites à Claude, prends 2 personnages, fais une conversation pour m'expliquer un concept, on voit vraiment une conversation entre 2 personnages qui vont parler d'un concept qui s'explique l'un l'autre. C'est assez bluffant. Mais voilà, donc je vous invite à les tester, chacun d'entre eux. Alors, tout en évitant de donner vos données personnelles, évidemment, mais faites-le. Et quand vous avez choisi celui qui vous semble être bien, qui est vraiment vous rend service, là, investissez dedans et allez-y. Et franchement, pour savoir quel est le meilleur, on vous donne des benchmarks de partout. Là, on est dans des niveaux de requêtes et des niveaux de spécialisation technique qui sont pas abordables par 95% de la population, quoi. C'est vraiment pour les geeks ou les gens comme moi qui vont tester jusqu'à savoir si on peut demander au chatbot de me fabriquer une bombe atomique parce qu'on veut essayer de bypasser les règles de modération, mais c'est pour nous, quoi. C'est pour tester la sécurité de ces choses-là. Donc c'est pas pour tout le monde. Et justement, il y avait une personne qui disait aussi, est-ce que ça vaut le coup de challenger 2 IA en parallèle pour voir un petit peu les résultats? Et peut-être que oui. Exactement. Le plus simple pour comparer des chatbots, c'est prenez la même requête et vous les tapez exactement au même endroit et vous regardez si ça vous satisfait en termes de réponse. Alors, je vous invite quand même à le répéter 2 ou 3 fois, la même requête pour vous, parce qu'il va varier, les réponses vont varier à chaque fois. Et donc, vous comparez comme ça. C'est vraiment le plus simple. Prenez la même requête, vous la travaillez dans votre coin, vous copiez-collez sur les chatbots que vous voulez tester et vous regardez les réponses 1 ou 2 fois, en répétant 1 ou 2 fois, juste pour voir si c'est pas juste, j'ai pas de bol, je suis tombé sur le moment où il hallucine. Voilà. Mais ouais, faites la même requête et vous regardez celui qui vous convient. Trop bien. J'en profite aussi pour attraper une question qui concernait plutôt AssoConnect. C'était comment AssoConnect du coup intègre l'IA par exemple dans ses outils.
Nous, on essaye de le faire de plus en plus et bah, y a des outils assez concrets qui ont été ajoutés à la plateforme. Par exemple, maintenant, on peut créer son asso avec le service Baby Asso. Donc, en gros, on crée votre asso, on génère les statuts pour vous et ensuite, on fait la soumission à la préfecture. Et bah là, par exemple, dans ce cas-là, c'est un exemple parfait parce que les statuts d'une asso, c'est quelque chose qui a un formalisme très fort. Et en fait, ça va être quelque chose sur lesquels les IA vont être vraiment doués parce que quand on leur donne un cadre précis avec des choses à suivre, derrière, on peut adapter le contenu, il va suivre vraiment parfaitement et avoir un résultat très, très propre. Donc, évidemment, on vérifie quand même un petit peu, on a des petits systèmes d'alerte, etc. Mais voilà, un premier exemple. Et un deuxième exemple, on a aussi créé un outil pour générer vos PV d'AG. Donc, quand vous avez une assemblée générale, il y a les grandes décisions qui sont prises, etc. Vous essayez de prendre vos notes, mais ça va jamais être très propre, en fait. Bah là, vous pouvez prendre vos notes un petit peu à l'arrache. Derrière, vous le rentrez dans l'outil qu'on a créé, nous, qui est sous forme de formulaire. Et à la fin, ça va vous générer un procès-verbal d'AG qui va être vraiment propre. Parce que, même exemple, en fait, il y a un formalisme qui est très fort, donc c'est super facile à faire avec l'IA. C'est des petites touches comme ça. On travaille sur d'autres trucs à côté aussi, mais voilà des exemples un peu concrets. Exactement. Et d'ailleurs, si vous avez des documents qui ont pour objectif d'être publics, comme parce que tout ce qui est dans la déclaration d'une association, généralement, c'est publié en journal officiel, donc ça devient du domaine public. Tous ces documents qui sont très formels avec un formalisme très précis, les chatbots sont très efficaces si vous fournissez le modèle. Vous dites, voilà mes données d'association, voilà le formalisme, est-ce que tu peux me créer le document, et il vous le fait, quoi. C'est vraiment très efficace là-dessus. Là, j'ai vu une question sur les présentations PowerPoint. Ça marche pas toujours très bien encore aujourd'hui parce que PowerPoint, déjà, c'est un format propriétaire, c'est Microsoft, donc ça marche plutôt bien pour Copilot, un peu moins pour les autres. Par contre, effectivement, j'ai vu Gamma. Effectivement, Gamma est vraiment pas mal. Si vous connaissez pas, en gratuit déjà, il est pas mal. Autre chose comme outil, effectivement, il y a un outil. Alors moi, j'utilise plutôt pour faire de la recherche personnelle. On appelle ça Notebook LM. Je vais vous mettre dans le chat. C'est un outil en fait où vous pouvez mettre des vidéos YouTube, des sites web ou des documents PDF. Alors, je vous invite à mettre des documents PDF qui sont vraiment publics. N'utilisez pas des documents PDF qui sont payants ou parce que voilà, on faut pas. Enfin, de manière éthique, on vaut mieux éviter de donner des documents qui sont payants et pas accessibles en public. Mais si vous fournissez en fait toute une base de connaissances, en fait, vous pouvez faire des tests là-dessus. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment tester vos connaissances. Vous dites, pose-moi des questions par rapport à ces connaissances pour voir si je connais bien ce sujet. Ou fais-moi un résumé de ce sujet à partir des données que je t'ai mis. Vidéo YouTube, documents. Il peut même créer un podcast audio. Crée-moi un podcast audio de temps sur le sujet et vous pouvez l'écouter dans le métro. Moi, j'ai utilisé ça pour DeepSync, justement pour un peu m'actualiser sur DeepSync. C'est génial. C'est génial. Bon, par contre, c'est en anglais. C'est juste la limite. Ça marche plutôt bien en anglais, ça marche un peu moins bien en français. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire de la recherche, qui veulent apprendre un sujet dessus, c'est pas mal du tout. Trop bien, c'est super intéressant. C'est full gratuit. Vous pouvez mettre jusqu'à 500 sources, je crois non, 50 sources dans un même dossier. Donc, c'est incroyable. Trop bien. J'avais d'autres petites questions. Karine, je sais pas si tu es encore là. Au début du webinaire, on avait une question qui pouvait intéresser plus de gens parce qu'on a dit que tout ça se faisait dans le cadre dans le programme Cyber for Good. Et il y a des gens au début qui demandaient si c'était payant. Non, c'est gratuit. Les 3 formes d'accompagnement sont gratuites pour toutes les structures de l'intérêt général. Et d'ailleurs, j'avais aussi vu une question sur la thématique du webinaire, si c'était sur l'IA ou sur la cybersécurité. C'était bien évidemment la thématique principale, c'était l'IA. Mais il y avait pas mal de questions aussi qui est liée l'IA à la cybersécurité, d'où notre présence aujourd'hui, notamment sur le droit à l'image, les photos qu'on partage sur par exemple un agent GPT, comment on peut aussi protéger les données personnelles sur le chat, etc. Donc, d'où le lien entre les deux. On a aussi un autre programme qui s'appelle IA for Good qui aborde uniquement l'intelligence artificielle, mais le but aujourd'hui, c'était un peu de faire le lien avec les risques, comment se protéger en tout cas des risques si on veut utiliser l'IA. Et les 2 programmes sont entièrement gratuits pour les structures de l'intérêt général.
Trop bien, merci beaucoup. Je précise du coup que en fait, après le webinaire, vous allez recevoir un lien vers des ressources dans lesquelles vous aurez le replay, le support de présentation, quelques ressources en plus. Et il y a aussi un formulaire où vous pourrez poser vos questions, qu'elles soient cybersécurité ou IA. Et vous aurez des experts comme Léonard qui pourront vous répondre. Donc n'hésitez pas à en profiter, vous recevrez ça par mail directement. Et pour DeepSeek, j'ai vu donc une question sur DeepSeek. Quel est mon avis? Moi, je l'utiliserai pas. Pour deux raisons. La première, il semblerait, c'est de plus en plus sûr, qu'il y ait des soucis de sécurité dedans. Donc en gros, il y a des fuites d'informations, il y a des choses comme ça. Donc vos requêtes pourraient être fuitées via DeepSeek. Donc je vous recommanderais pas de le faire. Après, il y a une version DeepSeek pour ceux qui sont les plus techniciens informaticiens qui peut être installée sur son ordinateur. Donc là, il y a potentiellement moins de risques, c'est en local. Il n'y a pas de connexion Internet. La deuxième raison, c'est comme c'est chinois, vous verrez que si vous posez des questions gênantes pour le régime chinois, il va vous affirmer que Tiananmen n'existe pas, par exemple. Voilà, donc il faut savoir que c'est biaisé de base. À ce niveau-là, tout est biaisé, mais alors pour le coup, là, c'est vraiment biaisé quand nous, on est plutôt du côté occidental. Taïwan, c'est chinois pour eux. Donc, voilà, c'est tout ça qui est... voilà, donc faut savoir. Donc moi je suis pas c'est pas exact, je suis pas aligné là-dessus, donc du coup je l'utilise pas pour éviter d'avoir des soucis comme ça. Maintenant encore une fois, moi la principale raison pour laquelle je l'utilise pas, c'est il semblerait qu'il y ait des soucis de sécurité. Ouais. Vraiment pour le coup. En même temps, ça a été développé très vite avec des moyens bien inférieurs à tout ce qui se faisait ailleurs. C'est pas très surprenant malheureusement. L'efficacité est vraiment pas mal. Pour le coup, il est vraiment bon, mais du coup, d'autres aspects n'ont pas été autant développés que les autres chatbots finalement, parce que Mistral, par exemple, c'est beaucoup plus sécure. Et ça revient un petit peu sur la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le chatbot ne vous dit pas qui sait pas quand il sait pas? Bah là, vous allez voir que DeepSeek, si vous lui posez des questions un petit peu gênantes, bizarrement, là, il va vous le dire qu'il sait pas. Il va bien esquiver. Ouais. J'avais une question sur la compatibilité un peu de tous ces outils avec des règlements comme le RGPD en Europe. Comment ça se passe? C'est pas conforme à RGPD, mais il y aura certainement la CNIL italienne, qui est la CNIL européenne qui mène le sujet pour toutes les CNIL d'Europe, dialogue déjà avec OpenAI, donc de ChatGPT, et avec Claude notamment. Mais globalement, aucun d'entre eux n'est pour l'instant full RGPD parce qu'il y a la problématique de l'apprentissage et des données qui ont été utilisées pour l'apprentissage. Pour le reste, en termes de sécurité sur l'interface, c'est plutôt sécure, c'est plutôt sûr. Le vrai problème, c'est comment on peut justifier de l'origine des données qui ont servi. Est-ce que dans ces données-là qu'on a utilisées pour alimenter l'apprentissage du chatbot, est-ce qu'il n'y a pas des données à caractère personnel dans lesquelles on pourrait demander à se retirer, puisque un des principes du RGPD, c'est qu'on peut demander à retirer nos données personnelles d'une application, d'une solution. Là, c'est compliqué, Il a été pour apprendre, donc. Donc, comment retirer de la mémoire d'un chatbot ce qu'il a appris? C'est compliqué. Et qu'il ne le réapprenne pas derrière si quelqu'un d'autre lui en parle? Ouais, peut-être, mais c'est compliqué de repartir de zéro, en fait. Repartir de zéro, un apprentissage, c'est très compliqué pour un modèle. Donc, aujourd'hui, je pense que, en tout cas, actuellement, il y a pas de preuve que les chatbots sont conformes à RGPD. Il y aura certainement des choses qui vont être faites pour l'être, mais il y aura de toute façon un truc qui va être assez infranchissable, c'est comment vous pouvez me justifier que vous n'avez pas utilisé des données à caractère personnel pour l'apprentissage du modèle. Là, c'est compliqué. Ouais. Alors, on va peut-être prendre une dernière question que je m'étais notée de côté, qui doit concerner des gens, parce qu'elle est très axée asso, celle-là. C'est une personne qui est trésorière et qui utilise ChatGPT pour analyser son compte de résultats, son bilan, etc. Est-ce que c'est une pratique que tu recommanderais, et est-ce que ça, il faut le déclarer aussi au moment de l'AG, par exemple, que cet outil-là a été utilisé pour l'analyse? Si vous pensez qu'il n'y a pas de risque à diffuser la trésorerie d'une association parce que c'est une petite association, voilà, quel est le risque? Parce que je suis une association pour laquelle il n'y a pas de risque d'être divulgué. Je vois pas où est potentiellement le problème. Le plus gros problème, c'est que si vous êtes une association plus connue, avec quelque chose de plus significatif en tant qu'association, il faut se poser la question, est-ce que c'est bien de diffuser mon compte de trésorerie détaillé avec mes dépenses, etc. Donc c'est plus à chacun d'entre vous de voir si
est-ce que si je le mets dans ChatGPT, est-ce que ça peut être utilisé à mon envers, ou est-ce que c'est dangereux que les gens sachent dans quoi je dépense dans ma association? Si vous pensez que c'est, voilà, par exemple, moi j'ai une association qui gère une radio locale, enfin moi c'est pas trop grave si on sait que j'ai dépensé dans le serveur pour le web radio, des trucs comme ça, c'est pas trop dramatique. Par contre, si vous êtes une association où il y a des aides, il y a des subventions, mais vous vers des bénéficiaires, c'est peut-être déjà un peu plus gênant d'avoir des données personnelles. Donc c'est à vous de voir par rapport au niveau de détail que vous fournissez. Parce que si c'est juste des agglomérations de lignes de thématiques comme notes de frais, j'en sais rien, hein, dépenses courantes, gestion de compte bancaire, ouais, c'est moins dangereux parce que c'est général, c'est congloméré, et juste vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de calcul, c'est bien, c'est pas mal. Ou dire est-ce que c'est un bon bilan, est-ce que c'est une bonne manière de présenter le bilan, c'est pas mal. Après, est-ce qu'on doit le dire aux membres de l'association? Pareil, c'est à vous de voir. Moi, tant que c'est pas quelque chose qui qui pose problème en tant que, sans que c'est de l'assistance, moi je vois pas où est la différence avec demander un conseil à quelqu'un pour me vérifier les choses. Maintenant, si vous voulez de la transparence, vous pouvez le dire. Hein. Si vous souhaitez être transparent, vous pouvez clairement le dire en disant j'ai utilisé un chatbot pour m'aider à faire les comptes. Après. Et puis après, si vous êtes vraiment transparent là-dessus, vous pouvez dire est-ce que vous êtes d'accord à ce que j'utilise. Après, la question, c'est toujours pareil, hein, c'est que si vous requêtez bien, personne ne saura que vous avez utilisé un chatbot, en fait. Donc, c'est vraiment votre éthique et votre transparence qui fera que vous voulez le dire ou non. Donc, c'est encore une fois une décision de chacun. Et c'est une des conclusions que je voudrais avoir sur cette présentation, c'est l'usage des chatbots, c'est quelque chose qui est pour moi quelque chose de très utile. Par contre, ça ne doit rester qu'un assistant. Vous gardez la décision de l'utiliser, gardez la décision d'y mettre les requêtes que vous souhaitez vous, et gardez la maîtrise des éléments que va vous fournir un chatbot. Vous devez conserver la maîtrise. Vous avez toujours la décision. Au final, vous aurez toujours cette décision. Donc, juste réfléchissez-y pour dire est-ce que je vais l'utiliser, est-ce que je peux l'utiliser, et ensuite, si je dois l'utiliser ou je veux l'utiliser, est-ce que je respecte bien les quelques règles que j'ai indiquées durant cette présentation. C'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, n'importe quel chatbot va répondre à 95% de vos besoins. Et rien que ces 95%, ça va vous faciliter la vie, mais d'une force, vous verrez, c'est incroyable, comme ça peut vous aider au quotidien. Donc, rien que pour ces 95%, ça vaut le coup. Les 5% restants, ça sera certainement les 5% qui seront les moments ou les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Celles où vous avez besoin de passer du temps. Celle qui est vraiment celle de votre passion. Moi, par exemple, encore une fois, j'ai une association de radio locale. Le fait de pouvoir utiliser ça pour créer la plaquette de promotion de l'association, etc., c'est un temps long, quoi. C'est ultra long. Et pouvoir faire ça par un chatbot, ça me permet de me concentrer sur quoi? Sur quels sont les arguments? Qu'est-ce que je veux promouvoir? Quel ton je veux donner? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas rédiger, quoi. Ne pas créer la mise en page, ça me fait perdre un temps fou de faire une mise en page PowerPoint. Donc, c'est ça en fait que doit vous servir le chatbot. Déléguer des choses qui font perdre du temps et en plus qui vous passionnent pas, et vous concentrer que ce qui vous plaît et ce qui est utile. C'est ça mon message. Donc, utilisez-le à escient et utilisez-le surtout pour faire ce qui vous plaît. C'est ça le plus important. Super, merci beaucoup Léonard. Et je complète aussi en disant que j'ai souvent observé aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément des capacités non plus de rédaction, ou qui, niveau orthographe et tout, c'est un peu compliqué. Et moi, je trouve ça dommage de discriminer ces gens qui ont probablement un projet qui est pas plus mauvais que celui des autres. Et que pour ces personnes-là aussi, c'est quand même un outil assez puissant d'inclusion qu'on peut utiliser. Donc voilà, encore une autre petite piste. Merci beaucoup Léonard, j'ai vu plein de messages passer, l'intervention a été super appréciée, donc encore merci à toi. Ce que tu peux faire, c'est peut-être me compiler les questions les plus votées, celles qui te sont pertinentes, et je peux y répondre, et on peut le joindre avec le dossier, je répondrai en texte. C'est bon. Ouais. Dans la page qu'on va vous envoyer, en fait, après le webinaire, là, il y aura une partie questions-réponses. Alors, si vous me laissez 2-3 jours pour les ajouter dedans, mais vous pourrez revisiter la page et j'ajouterai ça. Mais en tout cas, merci beaucoup, Léonard. Merci à toutes et tous aussi pour vos questions qui étaient vraiment intéressantes. Les retours ont été super. Merci aussi, Karen, d'avoir rendu ça possible, en fait. Merci à Latitude et au programme Cyber for Good.
Merci à vous. Et puis, bonne soirée et à bientôt.